Winda. 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 Il a été menacé, le ministère lui a dit de se faire est-ce qu'on l'a contacté? Winda. Est-ce qu'après, Bassayos, la bête à ne soit pas un délai qui a collaboré, mais la bête à l'administration a assez à d'accord. On a compris. Qu'il soit appelé après avoir suturé, il n'y a plus de PC. Intervenez sommairement, on accorde le ministère public et puis on libère la dame qui est encore sur le Vous n'êtes pas de la presse, vous libérez cette la question posée par Maître, elle dit non, c'est ma grand-mère qui est en train vous allez tirer des conséquences. Vous allez tirer des conséquences. Le président du Sénat de la proposition de la parole. Tout à l'heure, nous avions tendant à voir les médecins qui avaient reçu. Moi, je l'invite ici présent pour être mentionné puisqu'il est là. Parce que, Monsieur le Président, nous avions retenu un certain nombre de choses, parmi lesquelles se trouvent être les 12 blessures aggravées. Nous soutenons et pensons que le coup par la victime reçue contrairement à ce qui a été rapporté par les prévenus, qu'il aurait libéré la victime parce que celle-ci aurait été totalement soignée. Nous voulions également avoir l'avis du médecin qu'il a reçu juste après. Puisqu'il est là, quoi de plus normal? Parce que nous aussi avons intérêt à défendre d'obtenir sa version, qu'il nous dise dans quel état il l'avait reçu. Parce que d'ailleurs, il nous a confirmé actuellement, elle est plus ou moins stabilisée, elle va même être libérée demain, mais qu'on nous dise dans quel état elle avait été reçue, parce que cette chaise sur laquelle elle est assise, ici, vient de l'hôpital Tiamou. On est en train de quitter le fait de cristallisation des faits. Vous avez déjà pris une position. S'il vous plaît, on doit quitter le champ de la cristallisation des faits qui est entre l'hôpital de Serge et ici. Vous allez en tirer des conséquences. Et qui vous dit que c'est que demain est en train de faire, ce n'est pas des mascarades? Il y a une concurrence entre tout. Non, j'en fais juste un 10 minutes et puis pas bien, non. Président, avant de réagir par rapport à cette... Réagissez, à quel titre pourrons-nous l'entendre? Expert, vous avez laissé, Monsieur le Président, 4 conseils de notre côté qui ont intervenu. Permettez aussi à la partie civile de rencontrer ces moyens, c'est ça le débat contradictoire. Allez-y, vous avez la parole, mais c'est pas... Monsieur le Président, je prends la parole pour dire que, d'abord, le mot expert, quand on dit celui-ci intervient comme expert, cela n'est pas aucun trait ou aucun lien avec les numéros matriculés. Celui qu'on appelle expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Alors quand on dit aujourd'hui non, lui il doit intervenir parce que
il est concurrent. Ou parce qu'il n'est pas médecin. Non, ça n'a rien à voir. Il dit que c'est un gynécologue. Il travaille à l'hôpital Diamant. À ce titre-là, pour nous, il doit intervenir comme expert. Et nous avons compris. Mais sur quoi, Monsieur le Président? C'est lui qui a montré qu'il est expert. Nous avons vu. C'est vous qui. Mais maître, s'il vous plaît, vous voulez qu'il soit entendu comme expert, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vous voulez maintenant démontrer pourquoi il est expert, c'est ça? Non. Nous voulons donner l'argument comme les autres ont donné l'argument pourquoi ils ne voulaient pas. Parce que pour allez-y. Monsieur le Président, merci pour l'équilibre de débat. Donc, si celui-ci, s'il met en cause sa personne parce qu'il n'est pas médecin de l'État, la raison pour que nous comparaisse comme expert n'a rien à voir avec ça. Nous insistons sur ça. Du fait que celui qui a reçu et celui qui est gynécologue, il doit impérativement comparaître comme enseignant. Et en plus, comme expert plutôt. Et en plus, nous avons vu ceux qui ont comparu avant hier. Ici, il n'était pas assisté des conseils. Ça, ce n'est que la parole d'un prévenu. Une demande, une requête introduite par un prévenu qui cherche à se sauver. Le tribunal va trancher. Est-ce le médecin qui comparait a-t-il la qualité d'un médecin, oui ou non? Est-ce le médecin qui comparait a-t-il intervenu en cette qualité à l'hôpital Diamant, oui ou non? Et le tribunal va trancher pour lui accorder la parole comme expert. Mais je ne voudrais pas terminer sans tenir compte de l'état de santé de notre frère qui est une victime. Vous voyez comment elle est. Je pense qu'il n'y a pas de questions à cette. Si vous permettez, n'abusez pas. On vous a donné la parole pour que vous puissiez dire si le médecin ici présent peut être. Maintenant, vous voulez extrapoler, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Allez-y, un autre. Oui, allez-y. Donnez-lui le micro. Monsieur le Président, vous avez entendu la personne citée devant le tribunal. C'est un professeur, un collègue professeur de quoi scientifique de son état. C'est un expert, il vous a dit. C'est un gynécologue. Vous, tribunal, vous allez l'entendre comme expert, nous avons dit. Merci beaucoup. La République. Maître, si ce point-là, vous n'allez pas, le tribunal sera obligé de trancher. Non, s'il vous plaît, maître, non. La République, la parole à la République. Oui. Ce n'est pas un problème, maître. Vous allez tirer les conséquences. Allez-y. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Pour la République démocratique du Congo, nous estimons que les médecins qui exercent en RDC sont des médecins de la République. Et que, étant gynécologue, donc il est spécialiste, il doit être entendu comme expert, nous avons. Merci, c'est bien noté. Objection? Y a-t-il une objection du côté de la République? Surabondamment, Monsieur le Président. Nous pensons que c'est la science. Nous sommes devant les évidences. On ne voit pas ce que le médecin va dire en dehors de la science. Nous sommes tous scientifiques. Le point de vue du médecin spécialiste en gynécologie, et nous pensons qu'il doit être entendu comme expert. Parce que c'est la science, ce sont les évidences. Et devant les évidences, nous allons tous les être libérés. Merci beaucoup. Maître Hans, votre client en détention, non, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous avons siégé en procédure de flagrance. Et s'il vous plaît, vous allez revenir. Vous allez revenir après, maître. Un instant. Un instant, maître. S'il vous plaît. Ce n'est jamais un privilège d'être entendu dans le tribunal comme expert ou enseignant. Au contraire, c'est un fardeau. Vous risquez de croire qu'être entendu comme expert est un privilège pour celui qui est entendu. Au contraire, il prend une lourde responsabilité parce qu'il sera entendu sous serment. Et si plus tard, il s'avérait qu'il avait menti devant le tribunal, qu'il avait induit le tribunal en erreur, il pourra être poursuivi. Dans tous les cas, ceux qui avaient comparu à l'audience du 30 mars ont été, c'est-à-dire l'hôpital général de Kinkoli, avait été entendu comme expert, alors qu'ils avaient reçu les malades. Le tribunal pense que... La question de savoir quand elle était arrivée, quelle était sa situation, il dit qu'elle était bonne. Mais comment elle devrait être internée aux urgences durant 3 jours? Et
santé était stable et que sa vie n'était pas en danger, pourquoi vous l'avez placé aux urgences? Oui, Monsieur le Président. Comme je disais, c'était une plaie infectée. Donc une plaie infectée, on ne la suture pas, on ne la répare pas tout de suite. Donc on a lâché les fils qui tenaient encore. Si elle est restée aussi longtemps, c'était pour faire des pansements pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que la plaie devienne réparable. C'est ce qu'on a fait hier. Donc la plaie était maintenant bourgeonnante et on a réparé. Donc elle est restée autant de jours pour faire des pansements et elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. D'accord, merci docteur, c'est bien noté. Elle n'était pas dans un service des urgences, elle était en chambre. Et c'était pour attendre quelques jours afin que... Bon, vous avez suivi la réponse du médecin, moi je ne voudrais pas le compléter sous peine de déformer ces déclarations. Allez-y, allez-y. Une dernière question de votre côté, participez. Votre honneur, Monsieur le Président, je voulais poser cette question au docteur David pour le confronter avec les déclarations du docteur Ilunga. Si docteur David peut se présenter. Ok, est-ce que vous présentez docteur David? Oui. Monsieur David. La question est celle-ci. Vous pouvez répondre de là où vous êtes. Nous avons tous entendu à l'audience du 30 que c'est pratiquement impossible qu'on puisse intervenir dans pareil cas avec les produits anesthésiques. En rapport avec ce que l'expert si présent vient de nous relater, quelle est la réaction du docteur David? Parce que de l'autre côté, on a intervenu avec le produit anesthésique. Quelle est sa réaction? Docteur David, vous pouvez réagir. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut reprendre pour que je saisisse bien sa question? Oui. Maître, voudriez-vous répondre à votre question? Voilà. À l'audience du 30, nous avons entendu tous que pareil cas, le cas de notre cliente, on ne peut pas intervenir sous produit anesthésie, que ce soit local, que ce soit général, que ce soit n'importe quel produit relatif. Mais tout de suite là, nous venons d'entendre chez l'expert qui sont intervenus avec le produit anesthésique. Quelle est la réaction du docteur David? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais répondre à la question de notre confrère en disant: nous avons intervenu à deux moments différents d'abord. Si on paralyse la femme avec un anesthésique pour accoucher, on va faire du mal, on va tuer cet enfant-là. Parce qu'on a besoin que le muscle de l'utérus se contracte pour pousser le bébé. Et si on donne l'anesthésie et qu'il n'y a pas une autre méthode en dehors de la césarienne pour sauver cet enfant-là, on l'a tué, on l'a fait du mal et on serait imputé de cette vie-là. Deuxièmement, je me demande si pour faire des soins vulvaires que le médecin confrère qui se tient là, qui est de ma corporation, parce qu'il est médecin comme moi, qu'il me dise s'il faut l'anesthésie pour faire les soins vulvaires, qui est le travail des infirmiers. Ok, c'est bien noté. Attendez d'abord, il a répondu à votre question. Non, et puis, il y a une autre question complémentaire, s'il vous plaît. Il a également, dans sa réponse, posé une question à son médecin. S'il vous plaît, maître. Laissez d'abord. On va revenir vers vous. Maître Yassine, on va revenir. Docteur Ilunga, monsieur David, le prévenu, qui est médecin du gouvernement, vous pose la question de savoir. Moi, je ne sais pas répéter cette question-là. Est-ce qu'il faut utiliser... Vous pouvez répondre, docteur. Faudrait-il utiliser l'anesthésie pour faire des soins vulvaires qui sont faits par l'infirmière? D'accord. Un peu de mots, ce n'est pas une confrontation entre vous et lui, mais nous voulons juste avoir des précisions, des éléments et des éclairages. Oui, Monsieur le Président. Il ne s'agissait pas des soins vulvaires, donc c'était un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il faut l'examiner. Il ne s'agissait pas des soins vulvaires,
c'était un examen physique. Lorsqu'elle est arrivée, il fallait l'examiner. Or, elle ne supportait pas la douleur, elle ne supportait pas qu'on touche le site lésionnaire. Donc pour l'examiner, il fallait faire une narcose. Donc c'est une forme d'anesthésie pour pouvoir l'examiner. Mais par la suite, lorsqu'elle est restée en hospitalisation, pour qu'on fasse les pansements. Les pansements étaient faits par les infirmières, elle est à ma gauche, et c'était pas fait sous l'anesthésie. Mais l'anesthésie, c'était pour l'examiner. On l'a examiné sous narcose. On appelle ça examen sous narcose. Monsieur le Président. D'accord, d'accord. Oui, donc réagissez, Oui, monsieur le parce qu'il s'agit d'un médecin comme moi, je vais réagir. Vous allez me donner raison tout à l'heure. La dame n'a plus de douleur d'accouchement. La dame, elle est déjà sortie de l'hôpital. Pour un simple examen physique banal, on doit la soumettre sous produit anesthésique. Mais dites-moi qui était devant les douleurs d'accouchement, qui ne font pas intervenir les douleurs d'anesthésie. Combien j'ai dû souffrir? Merci. C'est bien noté. Maître Yassine. Votre dernière question. Dernière question. Votre attention, s'il vous plaît. Dernière question. Notre dernière question résulte toujours par le fait que Dr David vient de dire que l'anesthésie a été utilisée après l'accouchement. Maître, s'il vous plaît, il ne faut pas vous écarter du fait de la tenue. Or, s'il vous plaît, nous ne sommes pas ici en train d'examiner l'erreur ou non commise par les médecins pendant le cas que nous allons voir. Le tribunal vous remercie pour votre collaboration. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Et une quelconque défaillance matérielle. Donc, d'un point de vue médical, il existe-t-il un lien entre les blessures que vous avez constatées chez la victime et une quelconque défaillance médicale, matérielle de l'hôpital de référence de Kipoli? Ça, c'est la première question. La deuxième question, voulons-nous, la République, avoir plus de précision si, en touchant la victime, vous avez constaté que la victime avait du mal à coopérer avec vous aussi au niveau de l'hôpital Diamant. Nous avons dit. D'accord, d'accord. Docteur Ilunga, vous pouvez répondre brièvement et le tribunal va vous libérer. Il y a une autre question, ça va, on va revenir. Oui, docteur Ilunga, passez le micro à docteur Ilunga. Oui, merci, monsieur le Président. Allez-y, la pluie est en train de venir. Pour être sûr d'avoir compris la question, donc, l'avocat veut savoir s'il y a un lien entre ce que nous on a constaté et le plateau technique de l'hôpital de référence. Oui, allez-y, docteur, répondez. Ce que nous on a constaté, c'est que une déchirure vaginale et une épisiotomie affectée. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre ça et l'hôpital de référence? On ne sait pas supporter, parce qu'une infection peut arriver pour plusieurs raisons. Même si c'est fait dans des conditions stériles, parfois ça arrive. Donc je ne sais pas faire de supposition. Donc là, on a constaté une infection de la plaie, mais faire le lien avec le travail qui avait été fait avant ou le plateau technique de l'hôpital de référence, ça serait supporté. Effectivement, si on a fait un examen sous narcose, c'est parce que Mme Moula ne supportait pas qu'on touche à cette plaie. C'est pourquoi on a fait un examen sous narcose pour le premier examen. Vous avez répondu à la question. D'accord, c'est bon. Dernière question, dernière intervention. Merci beaucoup.
Est-ce que l'État dispose des règles et des lois qui sont censées respecter, oui ou non? Est-ce que l'État congolais leur donne comme mission pour ses citoyens? Non. Donnez les micros à docteur. Donnez les micros à docteur. Docteur, il va vous répondre. La République, vous pouvez résumer en peu de mots, en des termes clairs, la question que vous soulevez. Nous voulons savoir si l'État est le maître de l'article. Et si l'État a régulé leur métier à travers le loi, et si l'État leur a donné la mission principale, et c'est quoi leur mission principale à travers les citoyens et l'État? Ok, docteur Lima, vous pouvez répondre, vous pouvez lui passer le micro. C'est la dernière intervention. Oui, docteur. Oui, effectivement, c'est l'État congolais qui nous octroie les diplômes, donc c'est l'État qui émet les diplômes. Et on a un code de déontologie et criminologie. C'est bien au niveau de l'ordre des médecins que au niveau des lois de la République. Et la dernière question, notre mission effectivement, c'est de prévenir les maladies et de prendre en charge la population. D'accord, c'est bien. Une autre question? Oui, la dernière. Prendre en charge les citoyens, cela veut dire la frapper. Allez-y, docteur. Allez-y, docteur. Non, la prise en charge c'est bien noté. Vous êtes conseil de la République. Hein? C'est le conseil de la République qui a posé cette question. S'il vous plaît, il ne faut pas. Non, c'est le conseil de la République qui a posé la question. S'il vous plaît, elle est libre de poser des questions qu'elle estime nécessaires. Le conseil de la République se sent en insécurité. Vous avez l'obligation de ne pas réagir. Donnez-lui l'occasion de poser librement ces questions. Bien, maintenant c'est la question à la composition. Je crois que le docteur il nous a répondu à toutes les questions. Merci. Comparé vous reconnaissez avoir reçu la victime, comme vous l'avez déclaré. Plus spécialement sur la démonstration de l'acte matériel. Parce que, prenant la parole de notre côté, le débat a tourné autour de l'état de nécessité. Je voudrais, devant vous, avant qu'il ne prenne la parole, vous dire qu'est-ce que la loi prévoit, quand est-ce qu'on peut intervenir en cas de nécessité. En cas de nécessité, les médecins peuvent recourir uniquement à 3 conditions cumulatives qui sont. La première condition pour qu'un médecin prétende qu'il y a état de nécessité, celui-ci doit y avoir l'existence d'un danger actuel ou imminent. Et par l'existence d'un danger actuel ou imminent, c'est quoi? Les patients doivent être face à un risque de mort immédiat ou d'infirmité grave et irréversible. Il faut constater effectivement que dans les cas sous-examinés, ce n'était pas le cas. Que dans l'existence d'un danger actuel, les dangers ne doivent pas être hypothétiques ou futurs, tel que nous avons entendu que dans 2 heures, non. Donc cette condition, pour faire allusion à l'état de nécessité, n'était pas raisonnable. Il faut qu'il y ait impossibilité d'agir autrement. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est le caractère nécessaire et là. Les médecins évoquent cet état s'il ne peut obtenir le consentement du patient. Est-ce dans les cas sous examen? Notre client était n'avait pas l'attitude de donner le consentement. Parce qu'il discutait avec les deux premiers médecins qui ont précédé. Il a collaboré avec, tout s'était bien passé. Donc, deux, il faut joindre la famille où les tutelles légaux attendent. Lorsque celui-ci trouve qu'il n'y a pas possibilité, celui-ci ne sait pas parler, on ne peut pas avoir son consentement, il devait se référer obligatoirement aux membres des familles. Et il était en face déjà de la famille, mais n'a pas fait addition. Enfin, il faut utiliser une autre méthode moins alternative. Et toutes ces conditions ont été remplies dans le cas. Les médecins ont agi comme un boxeur, sans tenir compte de tout. Et enfin, il faut tenir compte de la proportionnalité de la réponse. Est-ce le fait pour un médecin de recourir au coup était le respect de cette condition de la proportionnalité? Vous trouverez pratiquement ce n'est pas ça. Donc, les médecins en agissant n'avaient pas tenu compte de ça. Il a violé l'article 28. Il a violé l'article 28 qui dit, l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique qui dit toute mesure de contrainte à l'égard du patient est interdite. Deux, il a violé les codes de déontologie médicale en son article 31 qui dit les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins, mais il ne peut pas les imposer. Comme nous avons vu, c'est dramatique et c'est vraiment inimaginable. Donc, Monsieur le Président, vous trouverez qu'on ne peut même pas évoquer le cas d'un assassin. Pour conclure, pour la République démocratique du Congo, moi, Maître Liévin, quand j'ai été choisi, nous étions dans le cadre de protection des victimes de violences sexuelles avec notre organisation d'Alisadel, la loi a prévu. Donc, il y a un aspect de la loi qui n'a pas été évoqué. Le code pénal a été modifié. L'ordonnance loi numéro 23023 du 11 novembre 2023 modifié et complétant les décrets du 30 juillet 1940 portant code pénal pour donner une impulsion aux infractions de violence sexuelle a modifié l'article 74 en disant ce qui suit. 174 en ajoutant une infraction qui dit titre paragraphe 18 des violences basées sur les gens à travers les réseaux de communication ou d'information. Quiconque se fera procurer ou aura méchamment publié ou menacé de publier directement ou par personne interposée des informations, peu importe la procédure utilisée sur les réseaux de communication ou d'information et autres plateformes internet de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne. En raison de son genre, sera puni de ce de 3 à 5 ans et d'une amende de 5 à 10 ans de francs congolais ou de l'une de ses pairs. Donc, on ne tiendra pas seulement compte de l'article 354 en ce qui concerne les atteintes à la dignité humaine. Donc, vous ne tiendrez pas compte de ça. Vous n'allez pas seulement tenir compte de cette disposition, vous tiendrez également compte de cette disposition pour conclure en fait à dire que, effectivement, les faits pour médecin David de se comporter de cette manière, il ne peut pas être appelé héros comme on l'avons entendu. C'est quelqu'un qui a trahi, qui a insulté, qui a présenté la médecine en République démocratique du Congo comme un corps qui n'a pas de titre. Ainsi, Monsieur le Président, les confrères qui auront le devoir d'intervenir dans ce qui concerne le mois vont disposer, je dis sous réserve d'intervenir, étant donné que nous avons une partie de marché. Confrères, vous avez la parole pour la question sur le 25 minutes. Vous avez la Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée.
Je vais principalement aborder mon intervention sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est sur l'aspect dignité humaine, intégrité physique et sociale. Le deuxième aspect s'articulera sur la profession de médecin. Et le troisième sera sur l'aspect juridique. Moi, j'ai commencé par la dignité humaine, l'intégrité physique. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes appelé à faire une jurisprudence. Cette jurisprudence aujourd'hui qui est suivie dans le monde entier aura 2 volets. Le premier volet, c'est pour pérenniser. Par exemple, si il arriverait que vous puissiez vous prononcer un acquittement ou quoi que ce soit, c'est pour pérenniser les actes malsains de certains médecins véreux. Et ça va continuer à se faire sous l'impunité. Raison pour laquelle, lorsque vous allez prononcer aujourd'hui votre décision, il y aura 2 possibilités. La première, c'est arrêter l'hémorragie de ce médecin-là. Pas tous. Il y a certains médecins qui sont véreux, qui sont méchants, qui utilisent des actes odieux, des tortures contre leurs patientes. Et aujourd'hui, votre jugement sera lu dans le monde entier et sera un précédent judiciaire qui va aider la génération future, qui va aider aussi la population. Parce que le jugement dont vous rendez, c'est pour le peuple. Et quand le peuple ne se retrouve pas dans le jugement, c'est comme ça qu'on dit, et pas la maison de justice les a ratés. C'est lorsqu'aujourd'hui, on vous amène un prévenu avec les faits probants, et vous, les juges, par exemple, prononcent l'acquittement. Et en prononçant l'acquittement, il y aura des réactions vis-à-vis de la population. Il y a clameur publique. Et les réactions, vous-même, vous le savez. Et lorsque vous allez prononcer de bons droits, un bon jugement, je pense que vous serez félicités et vous ferez une bonne justice et une bonne jurisprudence. Imaginez, Monsieur le Président, on se retrouve dans cette situation, une femme d'un député national ou d'un ministre, est-ce que Dr David allait se comporter de la sorte? Aujourd'hui, entre guillemets, c'est votre femme. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Président? Votre femme, la vidéo est en train de circuler. Il ordonne, confirme la nudité de cette femme-là, il a publié. Et tout le monde est en train de voir la femme nue sans habit, toutes les parties de son corps. Mais Monsieur le Président, c'est que le risque ça. Il le faisait peut-être sans le savoir. Or, on doit même filmer. Et on filme. Et quand on filme, lui-même a dit, quelqu'un m'a trahi. Malheureusement. Quelqu'un m'a trahi. Donc il y a quelqu'un là qui l'a trahi. Mais comment ça peut arriver, Monsieur le Président? Te rends-tu compte devant ta femme, devant ta petite soeur, devant quelqu'un, et on expose la femme, qui a aussi besoin d'être vue, qui a aussi besoin d'être mariée un jour, qui a aussi besoin qu'il y a ses frères, ses soeurs. Et aujourd'hui, sa nudité est exposée dans le public, sur le plan social. Comment est-ce que vous allez faire en tant que juge pour régenter l'ordre social? Régenter l'ordre social, parce que c'est ça même parmi les fonctions de la peine. Rétablir l'ordre social. En la quittant, je ne crois pas. L'ordre social sera rétabli dans cette mesure-là. Je m'en vais aborder pour le deuxième aspect, c'est l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, c'est quand on a parlé de la déontologie de médecin. Il y a des articles qu'on vous a lus ici. Ces articles ont été violés en dehors des articles du code pénal. Leurs propres articles, leur propre code a condamné. Les codes de déontologie a condamné M. David. Les confrères qui m'ont précédé, vous avez dit, la plainte a été initiée par ses pairs. Il n'y avait même pas la plainte de la date de la maman, la partie civile, ni qui que ce soit. La
plainte a été initiée par ses pairs. Donc il y a une violation. Que dire maintenant des aspects juridiques? L'aspect juridique, il y a les préventions qui ont été retenues. Entre autres, les causes de blessures volontaires, entre autres, la torture et l'atteinte à l'intégrité physique. J'aimerais que Maître Elodie puisse aborder la prévention des coups de blessures volontaires. Est-ce qu'il y a d'autres préventions? Cette partie, vous venez consulter sur les réparations. Et si vous voulez des discussions, peut-être aussi. Monsieur le Président, je voudrais prendre le temps à votre tribunal. Parce que ce qui a été dit atteste manifestement qu'il y a eu bel et bien des blessures volontaires. Mais je voudrais insister sur les caractères de circonstances aggravantes qui ont caractérisé ces coups et blessures volontaires. Et ces caractères tiennent de quoi, Monsieur le Président? Tout d'abord, ces circonstances aggravantes tiennent d'abord de la qualité de la victime, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal. La victime qui est à des mots simples, minimales, donc à son premier accouchement, mineur d'âge, et d'une vulnérabilité que vous-même vous avez vu, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, parce qu'on n'a pas besoin de porter des lunettes pour voir l'état dans lequel la victime s'est présentée devant vous ce matin. Et pour l'autre fait qui constitue des circonstances aggravantes, c'est la qualité de l'auteur. Ici, le prévenu devant vous, une personne de l'autorité publique et qui est chargée d'un service médecin, un service public, et qui volontairement, dès le début de ce procès, on a vu, on a senti que le prévenu ici présent, docteur David, a volontairement, donc il savait qu'il exerçait ses coups-là. Et je vais évoquer un fait, Monsieur le Président, votre honneur. Nous avons vu tous comment le prévenu a fondu en larmes. Nous compatissons. Comment il a été entouré parce qu'il fondait en larmes. Mais Monsieur le Président, tenez, pourquoi il a fondu en larmes? Non pas parce qu'il l'a regretté, les coups qu'il a portés sur sa patiente, mais parce que nous, vous, l'opinion, refuse d'accepter que c'est normal qu'un médecin puisse administrer des coups sur une patiente, tout simplement. Et il l'a dit, pourquoi vous refusez de croire ou d'accepter que c'est normal, que c'est ce que je devais faire? Monsieur le Président, votre honneur, ça constitue une circonstance aggravante. Et aujourd'hui, parce que les autres aspects vont être évoqués au regard du temps par les confrères, je me tiens devant vous, Monsieur le Président, pour défendre bien qu'une victime. J'ai donné 25 minutes, vous êtes déjà attendu. Bien qu'une victime, pour défendre un principe fondamental, la dignité ne s'arrête pas à la porte d'un hôpital, Monsieur le Président, Monsieur Delacour. Et pour terminer, je vais passer la parole à votre frère pour les questions des responsabilités. Merci pour la parole. Vous accorde 3 minutes. Juste avant que Monsieur le Président, merci pour la parole. Vraiment juste ici pour la responsabilité civile qui peut venir comme de l'État congolais dans ce cas de Monsieur le Président. En tant congolais, qui est responsabilité civile, ça nécessite la réunion de 3 éléments. Le premier élément, Monsieur le Président, c'est la faute. Et dans ce cas, Monsieur le Président, la faute, c'est la volonté de commettre un acte interdit. Et dans les cas sous figure, Monsieur le Président, le prévenu ici présent aille à commettre le fait pénal, entre autres, le coup de blessure, il y a aussi la torture, il y a l'intégrité à la personne, Monsieur le Président,
plus la tentative. Là, c'est le tribunal qui va qualifier monsieur le président. Deuxièmement, il faut qu'il y ait dommage. Dans ce cas de monsieur le président, les dommages est à démontrer à trois manches. Il y a d'abord, monsieur le président, les dommages qui est matériel. Par le simple fait, monsieur le président, que ce procès a causé autant de dommages dans la famille victime. Vous savez, deux parties civiles, monsieur le président, entre autres, il y a M. Jadimba, monsieur le président, qui est commerçant, n'a plus le temps d'aller faire son travail à ses jours. Il perd son temps. Ça, c'est les dommages matériels. Il y a aussi, monsieur le président, les dommages corporels, qui est caractérisé par la douleur subie par la victime d'orgasme, monsieur le président. Le fait pour le prévenir ici d'administrer les coups dans son corps et aussi exposer sa dignité sur l'intégrité physique, monsieur le président, vos préjudices corporels. Troisièmement, monsieur le président, les dommages moraux. Il s'agit, monsieur le président, de la souffrance, l'atteinte à la réputation et l'exposition de la dignité d'une femme, et surtout, monsieur le président, qui est mineur d'âge, monsieur le président. Et tout ce qui vient d'être démontré, monsieur le président, a déjà été cristallisé et reconnu par le père du prévenu ici présent, monsieur le président. Et enfin, monsieur le président, pour qu'il y ait cette responsabilité, ça nécessite les liens de causalité entre cette faute et ces dommages, monsieur le président. Et dans les cas sous figure, monsieur le président, les fautes commises par les prévenus ont occasionné des dégâts à l'endroit des parties civiles. Donc il y a bel et bien, monsieur le président, lien de causalité entre la faute et les dommages. Pour réparer tout ce préjudice, monsieur le président, nous postulons à une maudite somme tendant, monsieur le président, à 1 million de dollars payables en monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo. Et cette responsabilité sera une solidum entre l'État et la partie prévenue, monsieur le président. Pour le prévenu, monsieur le président, notre demande se focalise sur le prescrit de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3. Pour la partie État congolais qui est civilement responsable, monsieur le président, votre tribunal fera application de l'article 260 alinéa 3 qui voudrait que les commettants et les maîtres sont tenus responsables des préjudices causés par leurs proposés ou leurs employés. Nous, monsieur le président, entre le prévenu ici présent et l'État congolais, il appelle bien un lien de subordination. Il y a un lien d'emploi dont les docteurs ici sont médecins de l'État congolais, monsieur le président. Et les fautes consommées par lui ont été commises dans l'exercice de ses fonctions. Tout, monsieur le président, vous aurez intérêt de dire recevable et amplement fondé la demande en réparation des préjudices. Et par là, monsieur le président, il s'agit là du prix de la douleur. C'est comme ça qu'on l'appelle le prédium doloris. Donc les parties civiles ici ont subi des préjudices énormes, monsieur le président. Et en vertu du principe général des droits, accessorium, principalem secutum, qui veut dire, étant donné que l'action publique sera fondée, c'est-à-dire les infractions seront cristallisées dans les chefs du prévenu ici présent, l'action civile va se soumettre l'accessoire de l'action principale, monsieur le président. Ainsi, avant de dire vous remercie. Nous vous remercie. Je accorde la parole au ministère de l'Économie et des Espoirs. Vous avez la parole, monsieur. Pendant 25 minutes, prendre de la position. 25 minutes. Monsieur le Président, soyez rassurés que nous allons peut-être économiser notre temps parce que déjà la partie civile. Votre attention, s'il vous plaît. Suivez les réquisitions du ministère public ou les réquisitions du ministère. Essayez d'accorder votre attention au ministère public qui est en train d'intervenir pour prendre ces réquisitions. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le Président. S'il a plu ce jour, ce n'est pas par hasard. Car aujourd'hui, la République a un rendez-vous avec l'histoire. Nous tenons à préciser que ce présent procès ne vise nullement à jeter l'opprobre sur une profession noble et respectée, celle de la médecine. Il s'agit plutôt de juger un individu qui, en marge des conventions internationales signées par la République démocratique du Congo, des lois
et des règles déontologiques de sa propre profession, a posé des actes d'une gravité extrême. Les actes commis par lui ont profondément choqué la conscience collective, tant nationale qu'internationale, à l'image du traumatisme vécu par la victime Dorcas. Le mois de mars, universellement reconnu comme celui de la promotion et de la protection des droits de la femme, aurait dû être un moment de célébration des acquis, fruit de longues luttes. Mais à cause de lui, ce mois s'est transformé en cauchemar. En droit international, Monsieur le Président, rappelons que l'Organisation des Nations Unies consacre, à travers la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'égalité et la dignité de la femme. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme en son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe toute forme de traitement cruel, inhumain et dégradant. Sur le plan africain, Monsieur le Président, les protocoles de Maputo garantissent le respect de l'intégrité physique et morale de la femme. Enfin, sur le plan national, la Constitution de la République démocratique du Congo protège la vie et la dignité humaine, consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Mais pire encore, sous l'impulsion du président de la République, magistrat suprême, champion de la masculinité positive, il a institué la couverture santé universelle avec la politique de la gratuité et de la réduction de la mortalité maternelle. Mais, Monsieur le Président, ces faits surviennent au mois de mars, une période universellement consacrée à la commémoration, à la promotion et à la protection des droits de la femme. Rester sans réagir, Monsieur le Président, ferait de nous tous des complices de cette barbarie. Monsieur le Président, le médecin, qui est ce médecin? Le médecin, c'est cet homme devant qui le doit trouver réconfort et assurance. Chacun d'entre nous ici sait que si vous êtes en face d'un bon médecin, il suffit d'une consultation pour que vous soyez guéri. Le médecin, c'est celui qui rassure son patient. Le médecin n'est pas n'importe qui. Le médecin, c'est le seul individu au monde que nous, parents, maris jaloux, avons accordé le droit de déshabiller nos femmes sans autorisation. Voilà pourquoi un médecin est un homme d'une moralité soutenue. Un médecin n'est pas n'importe qui. Mais ici, devant vous, nous vous avions apporté un prévenu du nom de David, qui dit non, ces droits-là que vous nous avez reconnus, de pouvoir déliner vos enfants et vos femmes, est insuffisant pour moi. Moi, David, devrais aller encore plus loin. Je me donne le droit, moi, David, de pouvoir encore filmer. Et lorsque cette vidéo devra se retrouver dans la place publique, dans les réseaux sociaux, faire semblant pour dire je ne sais pas qui avait publié, le Seigneur. Quelle légèreté. Pourquoi as-tu pris ces risques-là? As-tu le droit de se prévaloir de sa propre turpitude? Nous disons non. Non, Monsieur le Président. Nous allons y revenir parce que nous ne sommes que dans le fait. Notre collègue va aborder les questions de droit, surtout que les choses étaient déjà éloquemment détaillées par la partie civile. Monsieur le Président, les docteurs ici présents, David, s'est encore donné le droit de pouvoir battre une femme en instance d'accouchement. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi avez-vous amené la Bible dans un procès pénal? Je lui ai dit en entrant que je suis opposé à un pasteur. J'aimerais bien lui opposer son ouvrage de tous les jours, les livres saints, les livres sacrés. Docteur David oublie
pasteur de son État, que dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ça c'est l'éternel Dieu. Mais un pasteur de son État empêche une femme d'avoir des douleurs. Il est surpris qu'une femme puisse réclamer avoir mal. Mon Dieu, qui d'entre nous est pasteur? Heureusement pour nos classes, Dieu ne s'est pas arrêté là. Car Dieu dans Romains, chapitre 13, verset 4, a dit, le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car il ne porte pas une épée en vain. Il est là pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc si vous attendez de monsieur le procureur de la République que nous sommes une forme de compassion face à un mal, vous vous trompez d'adresse. Car nous sommes ici pour que personne ne puisse se servir du prévenu David comme exemple. Il est en train de se faire passer pour un héros. Mais j'ai dit à ceux-là qui le soutiennent, je ne les interdis pas, qu'ils savent qu'un jour, la nudité de leur femme sera publiée. Qu'ils savent qu'un jour, leurs femmes seront battues dans les salles d'accouchement. Continuez à soutenir. C'est bon. C'est votre droit le plus légitime. Nous n'avons pas de problème particulier avec la personne du docteur David. Mais ce sont les actes qu'il a posés. Nous étions tentés de croire qu'aujourd'hui, il aurait pu faire le mea culpa. Venir plaider coupable et solliciter même des circonstances atténuantes. Mais oh, combien qu'il est têtu. Nous allons y revenir au moment opportun. Nous avons dit et nous laissons la parole au collègue Ikouni qui va exposer la partie de droit, sous réserve bien évidemment, de revenir au moment venu, si jamais notre réquisitoire venait à être émis. Merci Monsieur le Président pour la parole de nous accorder. Monsieur le Président, après avoir suivi le brillant exposé des faits du procureur Matongo, concluant à ces termes que ces faits sont établis. Nous concluons à ces termes, Monsieur le Président, ces faits sont constitutifs des infractions ci-après. La première infraction que nous avons retenue, c'est la torture. La deuxième infraction, ce sont les coups et blessures volontaires aggravées. Et la troisième prévention que nous avons retenue, c'est l'enregistrement des images relatives à la commission des infractions. De la torture. Que cela veut dire, la torture? La torture, Monsieur le Président, est une infliction délibérée des douleurs physiques ou mentales intenses, physiques ou mentales intenses, infligées contre une personne bien déterminée. Et ici, que cherchent les tortionnaires? Que cherchent les tortureurs? Ici, les tortureurs cherchent à obtenir certaines informations.